Merci Madame la Présidente. Nous avons presque 1 heure et demie de retard, ce qui arrive parfois avec les orateurs italiens qui nous ont précédés. C'était important bien évidemment, mais je regrette un peu que se trouve limitée d'autant la possibilité de mes collègues, et ils sont nombreux, de participer tout à l'heure à la procédure Catch the Eye. Car nous revenons de loin avec ce dossier sur la culture des OGM, tant il y a quelques mois encore, la situation était complètement bloquée du côté des États membres, pris dans des contentieux juridiques sans fin dans le fond depuis presque 10 ans, avec, pour prendre seulement les exemples les plus récents, l'Italie et la Pologne, respectivement condamnées en 2013 et en 2014 pour manquement à notre législation européenne. Le Conseil a donc finalement accouché d'une position commune au mois de juillet, afin que notre Parlement se saisisse du texte en seconde lecture. Cette question donc du libre choix des pays européens de cultiver ou non des OGM sur leur territoire. Ma gratitude va d'emblée, bien évidemment, aux rapporteurs fictifs qui m'ont accompagnée vaillamment tout au long de cette seconde lecture. Elisabeth Köstinger pour le PPE, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Lynn Boylan, Bart Stas et Eleonora Evi. Sans oublier, bien évidemment, Giovanni La Via, le président de notre commission environnement, je pense qu'il est là, qui a, avec beaucoup d'énergie, facilité les négociations tout au long de la procédure. Merci bien évidemment aussi à tous mes collègues de la commission environnement qui, fin décembre, ont largement soutenu le résultat du trilogue. 42 votes pour, 17 contre, un soutien très clair qui préfigure, je l'espère, je le suppose, le vote de ce midi. J'en viens au fond maintenant de cette législation qui a pour but de réviser la directive de 2001 sur la dissémination volontaire des OGM dans l'environnement, mais aussi le règlement de 2003 sur l'alimentation humaine ou animale contenant ces fameux OGM. Il est important, et je le fais, de préciser d'emblée que son champ d'application se limite ici à la mise en culture. Le texte ne concerne donc ni les importations ni le transport. Il ne s'agit pas d'ouvrir ici le débat plus général sur l'utilité ou pas des OGM dans l'agriculture et dans l'alimentation. J'en viens au cœur de nos travaux, à la voix du Parlement et aux résultats de ce trilogue de la dernière heure, donc cette longue nuit du 3 décembre, et aux avancées, bien évidemment, par rapport à la position du Conseil de juillet dernier, des avancées qui sont réelles. C'est le cas sur la question très importante de la coexistence des cultures. C'était la position presque unanime du Parlement avancée sur cette question. Les deux colégislateurs ont fait des concessions, bien évidemment. C'est la raison d'être du trilogue, mais c'est tout de même la version du Parlement qui l'emporte, puisque, contrairement, je dirais, à la législation de 2001, la minorité d'États membres qui cultivent des OGM devra maintenant prendre des mesures obligatoires dans les zones frontalières afin d'éviter d'éventuelles contaminations des champs traditionnels ou bio. C'est le cas aussi sur ce qui constitue, il y a beaucoup de bruit Madame la Présidente, c'est le cas aussi sur ce qui constitue le cœur de la directive, à savoir les fameuses procédures d'opt-out auxquelles un État membre qui ne souhaite pas cultiver les OGM peut recourir. Sur la phase 1, pendant donc la procédure d'autorisation, avec ce rôle nouveau qui est de facto donné à l'entreprise applicante, c'est vrai que le Parlement européen a grosso modo accepté le texte du Conseil face, et je dois le dire, et tous mes shadow rapporteurs vous le confirmeront, à une absence totale de marge de manœuvre des États membres et donc du Conseil. La délégation du Parlement a cependant forcé 2 points majeurs. La levée de la conditionnalité entre la phase 1 et la phase 2. L'État membre a donc 2 jokers au lieu d'1, 2 fenêtres d'opportunité pour restreindre la culture d'OGM sur son territoire. Il peut négocier avec l'entreprise semencière pendant la phase d'autorisation, mais il n'est plus obligé de le faire comme dans la version de juillet du Conseil. Par ailleurs, l'État membre a désormais 10 ans et non 2, c'est essentiel pour s'opposer à la culture d'OGM sur son territoire et actionner cette phase 2 sur la base d'une liste ouverte de motifs, je pense à la politique agricole, la protection des sols et de l'environnement ou encore l'impact socio-économique au cours de cette seconde phase. Last but not least, le Conseil a fini par plier et accepter d'étendre l'interdiction aux groupes d'OGM définis par culture ou caractéristiques. Je prendrai sur mon temps final, Madame la Présidente, je n'ai pas tout à fait terminé. Soyons clairs, et je m'adresse principalement ici aux indécis. Il n'y a pas d'alternative crédible à cet accord et le statu quo, contrairement à ce que j'entends, n'est pas une option, sauf
à se satisfaire de cette jungle juridique actuelle ou à se lancer dans une improbable conciliation avec un Conseil toujours plus inflexible. À l'évidence, un statu quo serait le meilleur moyen d'empêcher le président Juncker de mener à bien sa réforme pour plus de transparence et de respect de la majorité dans la procédure d'autorisation des OGM. Les citoyens nous demandent de donner aux États membres les moyens de respecter leur choix légitime à cette législation. Avec cette législation, nous les entendons et nous allons de l'avant. Je vous remercie, Madame la Présidente. Thank you, Madam Rapporteur.